Bonjour, tout le monde m'entend bien? Bon là je vous vois à peu près. Donc je m'appelle Guillaume Bazouin, je suis responsable des programmes Startup dans une organisation qui s'appelle Léonard et qui est le labo d'innovation du groupe Vinci. Ce matin, ce dont j'avais envie de vous parler, c'est ce qui se passe autour de la construction. Il y a un terme qui émerge qui s'appelle la Contech, et qui est quelque chose qui est en pleine explosion en ce moment. Donc juste pour avoir une idée de l'audience, j'aimerais bien savoir si vous pouvez juste lever la main, qui d'entre vous est dans une start-up, a fondé une start-up ou vient du monde start-up? Vous pouvez juste lever la main? Ok, donc ça fait pas mal. Hein. Qui est dans un grand groupe? Ok, ouais, d'accord. Et il y en a qui font autre chose? Ouais, faites quoi? Média, bon ok, super. Eh ben, bienvenue à tous. Euh, Écoutez, je pense qu'on va se lancer. Donc moi, j'étais aux États-Unis jusqu'à il y a à peu près 1 an et demi. Les 6 dernières années, j'ai travaillé dans une start-up que j'ai cofondée qui s'appelle Bone Structure et qui faisait et qui continue à faire des bâtiments préfabriqués à énergie zéro pour de l'assez haut de gamme. J'étais à San Francisco pendant que je faisais ça. Et quand j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment d'investisseurs ou de dynamique d'investissement général autour de tout ce qui est construction. Donc avec ce projet de préfabrication, énergie zéro, peu de déchets, nous, on se retrouvait à aller voir des gens qui étaient plutôt des investisseurs en clean tech, et on n'avait personne de vraiment spécialisé qui comprenait l'industrie de la construction. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un changement vraiment important que moi je considère aujourd'hui un peu comme l'acte de naissance de la Contech, qui est un rapport de McKinsey qui est sorti en 2017 et qui analysait en fait l'évolution de la productivité dans différentes industries, mais surtout pour mettre en avant le fait que la productivité, donc le nombre d'euros par heure travaillée, n'avait quasiment pas évolué en 50 ans sur la construction, alors que, donc, comment ça marche ça? Bon. Alors que quand on regarde ce qui a pu se passer sur d'autres industries, donc là, vous voyez le manufacturing et en dessous l'économie globale, vous voyez qu'il y a une multiplication sur à peine 20 ans par deux d'un point de vue de productivité, donc qui reflète l'automatisation, la processisation, tous ces éléments qu'on a pu voir dans l'industrie, mais sur lesquels, pour la majorité de ce qu'on peut voir, ce sont des sujets qui n'ont pas vraiment touché la construction. Une des manières de comprendre ça, alors là je sais que c'est un petit peu tôt pour des graphes araignées comme ça, ça c'est une étude qui a été faite par Box. Box c'est un peu la même chose que Dropbox pour ceux qui ne connaissent pas, mais en gros ce que vous voyez c'est un mapping des fichiers et des partages entre les fichiers pour un projet spécifique, et vous pouvez voir ça sur plusieurs industries. Donc là, ce que vous voyez dans les services financiers, c'est que si je veux lancer un nouveau projet dans le monde de la banque, je vais avoir une centralisation avec des acteurs qui sont internes et tout le monde qui communique entre eux dans une espèce de dynamique qui est unique. Si je prends on va dire l'extrême opposé et que je parle de la construction, ce que vous voyez sur les points bleus, ce sont des acteurs qui sont externes à l'entreprise qui porte le projet. Et donc là, vous voyez deux choses. C'est que, pour un projet de construction, vous avez quasiment que des acteurs externes avec lesquels vous devez, d'une manière ou d'une autre, arriver à collaborer. Et deux, la densité des liens de communication, le nombre de liens de communication est beaucoup plus faible. Et en plus, il est complètement étiré. Donc vous passez par 1, 2, 3 intermédiaires avant d'avoir l'information. Et en fait, vous avez des acteurs qui ont une espèce d'indépendance opérationnelle qui est énorme. Et pourquoi je vous raconte tout ça? On imagine bien que c'est plus difficile de faire bouger les choses dans une industrie qui est comme ça, qui est complètement explosée, où tout le monde fait son truc et où on a peu de liens, que dans une industrie où tout est centralisé. Il suffit d'une décision pour dire, bon, à partir de maintenant, on a une plateforme, on fait comme ça, le process, c'est ça. Donc ça, c'est une des raisons qui permet de comprendre pourquoi c'est aussi difficile que ça de transformer une industrie comme celle de la construction. Alors maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qu'on voit là depuis quelques années, c'est une véritable explosion
de l'investissement en capital risque dans le domaine de la construction. Ça sort à gauche, c'est une étude de JLL qui montre sur quel domaine, sur quel domaine ça se passe. Ce que vous voyez, c'est qu'en premier lieu, c'est des softwares de collaboration qui en fait font qu'on arrive à connecter tous ces points rouges, tous ces points bleus que je vous montrais avant sur une plateforme commune. Ça, c'est une des explosions qu'on voit en ce moment. Un autre sujet que vous pouvez voir, c'est tout ce qui est construction off-site et préfabrication. Ensuite, on a project management. Et puis après, on a d'autres sujets. Alors ça, celui-là, il était un peu loin. Ça, c'était il y a 1 ou 2 ans sur la robotique. Mais on voit aussi une explosion de tout ce qui est robotique sur les chantiers. Quand je parle de croissance ultra rapide de l'investissement, ce que vous pouvez voir ici, ça c'est l'investissement en capital risque uniquement aux États-Unis sur les dernières années, sachant que 2019, on est à peu près là. Donc, vraiment, on est parti d'un domaine d'investissement qui n'existait absolument pas à aujourd'hui quelque chose qui explose. Ce qui est assez intéressant, c'est que les investisseurs sur ces sujets, aujourd'hui, ils sont basés aux États-Unis, un petit peu en Angleterre et un petit peu en Israël. Il n'y en a pas aujourd'hui qui sont spécialisés dans la construction en France. C'est en train de changer assez rapidement. Il y a pas mal de fonds qui nous ont contactés pour nous dire « Oula, on est en train de faire un truc, on aimerait que vous participiez ». Mais ça va venir et ça va venir assez rapidement. Entre autres, parce que sur on va dire les 10 plus grosses boîtes de construction au monde, il y en a quand même 3 en France. C'est une espèce d'anomalie régionale. Donc il y a une espèce de petit retard qui existe aujourd'hui, mais qui va être comblé très très rapidement par la demande de grands groupes comme mettons Vinci, Bouygues ou Eiffage, qui ont un appétit pour ce genre de choses qui va aller grandissant avec la compréhension de ce que ça peut faire. Alors là, on continue sur les trucs un petit peu techniques, juste pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe là-dessus d'un point de vue analytique. Ça, c'est un slide que j'ai volé à des investisseurs qui s'appellent Building Ventures, qui sont basés sur la côte est des États-Unis et qui investissent exclusivement dans tout ce qui est technologie de construction. Je vous encourage à regarder leur site pour voir le type de boîte qu'ils accompagnent, c'est très intéressant. Ça, c'est extrait de leur thèse d'investissement qui explique dans quoi ils investissent, pourquoi ils investissent et avec qui. Et en fait, ils s'inspirent d'une transformation qui s'est passée dans le domaine de la microélectronique et de l'ordinateur portable, de l'ordinateur personnel, qui a été menée par Acer dans les années 90. Donc là, en l'occurrence, ce monsieur-là, Stan Shi, c'est une personne qui a eu l'intuition de comprendre en 1992 avec cette étude, eh bien que, en fait, la valeur créée sur tout ce qui allait être ordinateur portable du futur dans les années 90, ce qu'on comprenait, c'était que c'était autour de la fabrication, de l'assemblage. On pensait que vraiment la valeur ajoutée, c'était au niveau de voilà, j'ai la meilleure usine, j'ai les meilleures personnes qui mettent les bouts ensemble, et c'est pour ça que je vais être le meilleur. Il a eu l'intuition de comprendre que c'était une partie de la chaîne de valeur qui allait devenir une commodité et qui allait être outsourcée sur plein d'acteurs différents et qui allait le faire très bien et beaucoup mieux qu'un acteur centralisé. Ça, c'était vraiment l'intuition de base. Ce qu'on voit aujourd'hui avec des acteurs comme Foxconn, ce qu'on voit à tous les niveaux. Et que la chaîne de valeur allait se déplacer sur tout ce qui allait être recherche et développement et tout ce qui allait être distribution et branding. Ce qu'on voit très bien sur, si je prends un autre exemple qui est connu, si on pense à Apple, on voit bien à quel point c'est sur les deux extrêmes et pas tellement sur le milieu. Ça, c'est quelque chose qui a été un franc succès pour Acer et qui leur a permis de prendre ce virage des années 90 et de se préparer pour les années 2000, ce que peu ont réussi à faire à cette époque-là. Quel est l'équivalent pour la construction ? Aujourd'hui, en construction, on a des acteurs qui sont sur le design et la préconstruction, la construction et l'opération des bâtiments. Sur la partie construction, qui est la partie centrale, aujourd'hui, il y a un savoir-métier et une valeur ajoutée qui est extrême, qui est réelle, qui est complexe à dupliquer, parce qu'on a des acteurs qui sont capables de gérer en fait tous les imprévus, tous les retards,
tous les changements de design, tous les problèmes de financement qu'il peut y avoir, toutes ces choses-là, en fait, c'est gérer cette espèce d'impondérable et d'imprévu. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'impondérables et d'imprévus quand on est sur le côté general contracting, donc vraiment sur le milieu construction? En partie, c'est parce que on n'a pas de process centralisé, ultra clean, avec l'architecte, tous les gens qui vont travailler, les subcontractors, qui est intégré et simple à gérer. Donc il y a une vraie complexité des process, avec des risques que les choses ne marchent pas qui sont réels. Même chose pour ce qui va être du scheduling. On doit l'adapter en permanence, on doit être en contact au téléphone avec 50 personnes en permanence. Même chose pour ce qui est du staffing, on doit connaître des gens sur des relations qui sont humaines et réelles pour si il me manque une équipe, il faut que je remplisse rapidement. Tout ça, c'est quasiment du personnel. Ce qu'on est en train de voir, et je vous donne juste l'exemple des softwares de collaboration qui émergent, c'est qu'il y a des plateformes qui sont en train de se créer, qui simplifient, qui processisent, qui encadrent tout ça. Et donc ce que ça veut dire, c'est que le rôle historique d'un general contractor, qui est de manager ce risque, de manager cette complexité, si vous enlevez une grande partie du risque et de la complexité avec un bon nombre d'outils, la valeur ajoutée diminue d'autant. Donc c'était une introduction un peu longue pour juste dire ce qui est la thèse d'investissement de ces gens-là et celle avec laquelle on est assez d'accord à Léonard, c'est de dire que la partie construction, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus commoditisé et que la valeur va se déplacer en amont sur le design, la préconstruction, le scheduling, le costing, et sur toute la partie opération. Donc on reste dans du très théorique. Maintenant, je veux juste vous parler d'un autre rapport de McKinsey, comme si je faisais une pub pour eux, il faudrait que je le réécrive, mais qui parle en fait du cycle d'un projet de construction qui passe par toutes les différentes étapes. Et donc, je voudrais juste attirer votre attention en particulier sur celui qui est au milieu, qui est, alors sur la Contech, on va se spécialiser là-dessus quand même, hein, c'est le gros morceau. Ils disent quand même, le modèle pourrait devenir obsolète si les modules et des modèles BIM, donc des modèles informatiques un peu meilleurs, permettent d'améliorer le planning et de réduire les risques. Ce qui est ce qu'on voyait sur cette courbe, sur la courbe en U, là, le smiling curve. Si on est un groupe comme Vinci qui fait des dizaines de milliards spécialement sur le contracting, ça ne veut pas dire qu'on dit oui, génial, ils ont raison, c'est exactement la vérité. Par contre, c'est clairement un truc qui va nous interpeller. On voit que il y a aussi d'autres risques un peu partout. Un des éléments qui est intéressant de mettre en avant, c'est que le fait, les industries qui sont plus spécialisées, plus techniques, plus intégrées, sont moins en danger. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est si vous êtes une des seules boîtes au monde qui sait faire des fondations pour les ponts en milieu sismique dans un cadre très particulier et que vous avez une vraie technicité, ce sera beaucoup plus difficile pour vous d'être disrupté qu'un acteur qui fait des choses qui sont en fait vraiment juste du process et de l'organisationnel. Voilà. Un autre truc qui est assez sympa à regarder, et je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent du monde, bon je pense pas, mais des gens qui viennent du monde de l'hôtellerie ou alors des médias, mais avant qu'il y ait vraiment Internet. Ça, c'est si vous êtes dans l'hôtellerie, c'est quelque chose que vous avez déjà vu normalement. Hein, c'est la courbe de la disruption par des acteurs nouveaux qui arrivent sur vos marchés. Ce qu'on voit globalement, c'est que c'est un petit peu comme les différents stades les stades quand on perd quelqu'un, ou je ne sais plus comment on dit en français, mais grieving stages. Vous passez par des étapes qui sont un peu les mêmes à chaque fois pour tout le monde. Et ce que vous allez voir, c'est que en fait, la toute première étape, c'est voilà, quand la disruption est à peine détectable, la première barrière, c'est la myopie, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Le deuxième élément qu'on arrive à voir, c'est on s'est rendu compte qu'il y avait une émergence de business model qui était potentiellement problématique par rapport à ce qu'on fait. Et là, notre réflexe, ça va être de dire, on va essayer, enfin, on ne veut pas le voir, on sait que ça existe, mais on ne veut pas le voir. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est
à ce niveau-là, où il y a un certain nombre de business models qui émergent, où la proposition de valeur commence à se clarifier, où des gens commencent à prouver qu'ils peuvent exister sur ce domaine-là, et que les acteurs traditionnels, en fonction en plus de la géographie, se disent « Ok, il faut que je fasse la même chose, ou alors il faut que j'achète cette boîte, ou alors il faut que je collabore avec eux, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire. Parce que si je reste sans bouger, je me retrouve dans le fait que le nouveau business model m'a disrupté, et moi, je passe dans les annales de l'histoire. » Juste pour vous donner un exemple, il y a une boîte qui s'appelle Built Robotics. Est-ce que vous pouvez juste lever la main qui connaît cette boîte? Ok, on a une personne. Built Robotics a développé un système que vous pouvez connecter à n'importe quelle excavatrice, à n'importe quelle grue, à n'importe quel engin de chantier. Et en fait, c'est un kit d'autonomie. C'est-à-dire que ce que vous vous retrouvez à avoir, c'est une excavatrice qui n'a personne dans la nacelle. Et la manière dont le travail va être fait, c'est à partir d'infos qui sont sorties d'un plan d'excavation qui va décrire qui va décrire en fait la terre qui doit être enlevée. Et en fait, c'est un algorithme qui va calculer dans quel ordre et où la terre doit être enlevée, où est-ce qu'elle doit être déposée, comment ça va se passer, comment s'assurer que les pentes qui sont créées soient compatibles avec la machine, ainsi de suite. C'est un algorithme qui fait ça en entier, et ensuite c'est la machine qui le fait de manière autonome toute seule. Vous imaginez bien que dans un cadre comme ça, où tout est automatisé et où naturellement toute l'information remonte dans un serveur central, on peut visualiser le fait que au bout de 6 mois d'opération, 1 an d'opération, 18 mois d'opération, vous ayez tellement d'informations, tellement de data, tellement de données sur tout ce qui va être ah oui, alors là on a cassé quelque chose, là la machine s'est retournée, là on a mis plus longtemps que prévu, là on a mis moins longtemps que prévu, qu'en fait vous devenez rapidement meilleur que le meilleur planificateur dont c'est le métier pour dire eh ben, ça va nous coûter tant et ça va nous prendre tant de jours ou tant de semaines pour faire ce travail-là. Et donc, vous sortez en fait d'une certaine manière l'acteur existant, qui va être ce planificateur professionnel qui a 20 ans d'expérience, vous le sortez de la chaîne et il est remplacé par un algorithme qui fait la même chose. Donc ça, pour moi, c'est un des exemples. Il y a énormément d'exemples comme ça avec des technologies qui grignotent des petits bouts du modèle. Il y en a qui sont aussi complètement disruptives, mais un petit peu moins. Et ce qui est intéressant pour un grand groupe, alors là c'est très très ouvert, hein, mais c'est ce que j'appelle le dilemme de la collaboration. C'est-à-dire que si vous voyez ces nouvelles activités, ces nouvelles startups, ces nouvelles propositions de valeur qui émergent, que vous trouvez ça absolument génial, vous vous mettez en danger à ne pas collaborer avec elles ou à ne pas travailler avec elles, parce que si vos concurrents le font, ils vont se retrouver à avoir une bottom line qui est meilleure, à être plus efficace, à être plus rapide, et ainsi de suite. Par contre, le problème, c'est que ces acteurs qui vous permettent potentiellement de gagner un projet, c'est aussi des acteurs qui grignotent votre business model à vous. Donc, vous vous retrouvez dans la situation de vous demander, ok, si je ne bosse pas avec eux, je suis un petit peu dans la merde. Si je bosse avec eux, c'est potentiellement encore pire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de réponse exacte là-dessus. Ça va dépendre de tout un tas de situations. Il n'y a pas de ligne directrice à avoir en disant bon, il faut tout faire comme ça, ou tout faire comme ça, ou tout faire comme ça. Donc, j'en arrive à en fait, ce qu'on fait à Léonard et pourquoi c'est pertinent par rapport à ça. Léonard, juste pour donner un petit peu de contexte, c'est un bâtiment de 5000 m² qui est dans le 12e, qui héberge, enfin qui est le laboratoire d'innovation du groupe Vinci, comme je le décrivais tout à l'heure, et qui en fait regroupe une vraie multiplicité d'activités et une vraie multiplicité de programmes qui sont un peu parallèles. Donc je vais rentrer un petit peu dans le détail de ça. Mais le premier élément, c'est qu'on a une activité, on va dire, de veille et éditoriale qui attire les gens pour qu'ils puissent en fait apprendre plus de choses sur tout ce qui va être nos domaines. Alors là, je vous ai parlé de la construction, mais nous, nos domaines, ça ne s'arrête pas là.
hein, c'est construction, immobilier, énergie, mobilité, c'est beaucoup plus large. Donc c'était juste l'exemple de la construction pour illustrer quelque chose de plus large. On a une production événementielle qui réunit des gens de Vinci et des gens de l'externe sur ces mêmes problématiques, justement pour pouvoir en discuter, échanger et débattre. On a des activités de prospective qui se projettent sur 10 ans, 15 ans, 20 ans en disant « bon, on opère des autoroutes, on construit des routes, qu'est-ce qui se passe avec le véhicule électrique et le véhicule autonome? Quel impact ça peut avoir sur nous ?» Donc ça, c'est la vision long terme. Après, pour répondre à, on va dire, la question, ou en tout cas le dilemme que je présentais juste avant, le dilemme de la collaboration, ce qu'on a décidé de faire, c'est de ne pas avoir un programme qui est la réponse à tout et qui comble l'ensemble de ce problème, mais plutôt d'avoir plusieurs programmes en parallèle. Alors le premier, c'est un programme d'intrapreneuriat. Notre programme d'intrapreneuriat, ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes un collaborateur du groupe et que vous trouvez quelque chose ultra intéressant, qui peut être disruptif, qui peut être scalable et qui pourrait devenir un business, on vous encourage à le développer en interne et on vous accompagne à Léonard pour que ça puisse se lancer. On a un deuxième programme, je reviens sur la startup après, qui s'appelle le programme IA, qui fait un petit peu la même chose, mais là c'est quand on a, on va dire, une BU qui dit bah, « moi j'ai découvert un truc sur l'intelligence artificielle, mais je ne comprends pas très bien le sujet, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Alors on les accompagne pendant quelques mois. Et donc la partie dont moi je suis responsable, c'est la partie sur les startups. Donc pour ce qui est des startups, ce qu'on a décidé de lancer, je vais passer un petit peu vite, comme ça on aura du temps pour les questions, c'est 2 programmes orientés sur l'accompagnement des startups. Le premier programme qui s'appelle SEED, que vous voyez derrière moi, c'est un programme d'accélération pour des startups qui sont au niveau du prototypage et qui vont vouloir faire une levée en amorçage ou en seed dans les 12 à 18 mois suivants. Notre offre d'accompagnement pour ces boîtes-là, c'est 6 mois d'hébergement chez nous, un apport de capital à hauteur de 60 000 € et un programme de formation qu'on fait en partenariat avec l'université de Stanford en Californie. Donc c'est un programme d'investissement avec dilution de capital. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est à peu près à hauteur de 5% de la boîte. Donc c'est uniquement compatible avec des boîtes qui sont assez jeunes. On a un deuxième programme qui s'appelle Catalyst, qui n'est pas un programme d'investissement, et là qui se focalise sur les boîtes qui ont atteint leur product market fit ou qui sont juste avant leur product market fit. Ce que j'appelle product market fit pour cette présentation, c'est qu'en fait, le produit a un niveau de maturité suffisant sur un marché donné et il y a une traction qui est prouvée avec une accélération mesurée. Et une fois qu'on identifie des boîtes comme ça, nous, notre proposition de valeur pour les boîtes qui rentrent dans Catalyst, c'est de dire on va vous ouvrir en grand les portes de Vinci pour que vous puissiez trouver des partenariats commerciaux et des partenariats de déploiement. Comme je vous disais, on est sur la construction, la mobilité, l'immobilier et tout ce qui va être énergie et smart city. On s'appuie sur, on va dire, un tissu de partenaires qui est assez dense, qui est dense en France, dense en Europe et dense à l'international. Sur le côté international, eh bien c'est surtout sur ce qui va être investisseur. Ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que la plupart des investisseurs qui investissent sur ces sujets qui sont transformatifs, aujourd'hui, il y en a peu en France. Donc en attendant que ce soit le cas, on s'est vraiment concentré sur les États-Unis, l'Angleterre, Israël et des pays qui ont accéléré ce sujet-là. Et pour vous donner un exemple par programme, que vous ayez une idée, sur le programme SEED, un exemple que je peux vous donner de start-up qui nous a rejoint, c'est une boîte qui s'appelle Build2Be, qui fait la première plateforme pour l'emploi des freelances dans le BTP. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Miro. Miro fait ça pour l'emploi des photographes en freelance de la même manière. Donc eux, c'est une équipe de uniquement 3 personnes qu'on accompagne pour affiner leur business model.
en vue de les aider à faire une levée par la suite. Un exemple que je peux vous donner sur le programme Catalyst, c'est des gens qui sont ici aujourd'hui et qui sont sur le stand de SAP, donc vous pouvez aller les voir, c'est Ibou. Ibou qui va venir s'installer carrément dans nos bureaux à Léonard et qui fait en fait de l'agrégation de flux de données qui viennent des chantiers, qui viennent des engins de chantier, pour que vous ayez une vision globale de tout ce qui se passe sur vos chantiers, d'un point de vue de consommation de carburant, d'un point de vue de déplacement, d'un point de vue de problèmes de maintenance, mais que vous puissiez voir tout ça de manière centralisée. Ça paraît très très bête, mais c'est un exemple de choses qui nous prennent énormément de temps, énormément d'argent, énormément d'efforts, et qui aujourd'hui peut être largement facilité à travers une plateforme de collaboration. Sur ce, j'ai atteint la fin de mon temps. Ce que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas à m'écrire directement sur mon email. Je vois qu'il n'y a pas trop de monde, donc je pense que c'est bon. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez qu'on se rencontre ou qu'on en discute plus. Et dernier point, si vous voulez comprendre plus ce que fait Léonard et potentiellement bosser avec nous ou faire des événements avec nous, inscrivez-vous sur notre newsletter qui est sur leonard.vinci.com. leonard.vinci.com. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on a quelques minutes pour des questions. Je ne sais pas s'il y a plusieurs micros ou il n'y en a qu'un. OK. Question. Bonjour et merci. Qu'est-ce qui est plus facile pour un grand groupe comme Vinci de collaborer avec des startups internes, un programme d'entrepreneuriat, ou de collaborer avec des startups externes, si des catalystes? Bonne question. Les deux sont extrêmement complexes pour la simple et bonne raison que ça fait tellement longtemps qu'on fait ce qu'on fait qu'on est devenu très très bon à le faire d'un point de vue de process. Donc tout est très organisé, tout est très c'est assez gravé dans le marbre. Donc quoi que ce soit qui va changer la donne, qui va changer les process, c'est difficile à mettre en place. Sur l'interne, il y a des difficultés différentes pour interne et externe. Il n'y en a pas un qui est plus facile. Je vais essayer de trouver juste un exemple. Difficulté interne, ça va plus être de prouver au-delà de tiens, un cas d'usage intéressant, de montrer qu'il y a une vraie traction sur cette idée-là. Parce que vous êtes en interne. Donc à qui vous le vendez? Vous le vendez à des gens que vous connaissez. C'est un peu bizarre comme dynamique. Sur l'externe, c'est plus facile d'identifier s'il y a une traction et du coup de prendre un peu moins de risques en disant bon bah voilà, ce truc-là ça marche, on va l'utiliser. Par contre, c'est plus difficile de gérer tout ce qui va être quel est le mécanisme de notre collaboration, comment on arrive à quelque chose qui est gagnant-gagnant. Il y a une peur qui peut être fondée ou infondée dans certains cas, mais il y a une peur sur la propriété de l'information et son utilisation qu'il faut gérer. Donc voilà, des difficultés qui sont différentes, mais vraiment pour avoir accompagné et vu beaucoup de ces projets maintenant, c'est facile dans aucun des cas, c'est toujours une gageure. Le challenge de travailler dans le monde de la construction, c'est la durée de vie. Et travailler avec des startups qui sont toutes petites, qui ont potentiellement des tailles et des pérennités compliquées, comment vous gérez ça? Alors, excellente question. C'est, on va dire, la tare de l'open innovation historique, pas que en France, hein, mais on va dire, là, moi, je l'ai découvert dans les groupes français parce que ce n'était pas mon travail avant. En fait, la réponse, elle est assez simple. C'est que l'objectif d'un grand groupe, c'est de trouver des boîtes pour ce qui est de la collaboration. C'est des boîtes qui marchent, qui roulent, qui sont solides, qui ont eu de l'investissement, que peut-être on appelle plus start-up dans cette audience et qu'on appelle scale-up. Moi, je m'en fous un petit peu. Mais nous, par exemple, les boîtes qu'il y a dans Catalyst, ce que je disais, c'est des boîtes qui ont atteint un product market fit. Donc c'est une boîte qui ont une espèce de vraie traction, de rapidité de déploiement, et sur lesquelles nous, ce qu'on fait, c'est on facilite cette mise en relation et on facilite le début du contrat. Donc moi, j'encourage pas des boîtes qui ont 3 personnes, un prototype, à dire génial, on va aller signer un truc avec Vinci sur 5 ans. Non.
ce que vous pouvez faire, c'est échanger avec nous pour la définition du produit, l'affinage du produit, peut-être de faire des essais de déploiement. Mais Vinci ou un projet de Vinci ne va pas s'appuyer sur une boîte qui a 6 mois d'existence et qui n'a pas de track record pour le futur. Et ça, c'est des erreurs qui ont été faites par le passé, par juste volonté de dire on aimerait travailler avec des startups et ce serait bien. Mais nous, un des messages qu'on a eu, c'était de dire attention, les startups, ce n'est pas un monobloc. Il y a des gens qui ont 6 mois d'existence, qui font des trucs géniaux, mais avec lesquels on n'est pas en mesure de travailler à échelle aujourd'hui. Et il y a des gens qui sont en vrai déploiement de solutions qui sont dingues, et avec lesquels on ne travaille pas, et on devrait. Donc j'espère que ça répond à la question. Ah. Ouais. Alors, ça reflète un cadre dans lequel il n'y a pas d'investissement en capital risque, en fait. C'est-à-dire, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait de dire il faut que la start-up ait des contrats à échelle pour se développer. Ça, c'est une vision qui est valide dans un cadre où il n'y a pas d'investissement en capital risque, ce qui est le cas aujourd'hui en France sur ces sujets. Mais vous regardez le développement en fintech et tout ça, c'est des gens qui font du capital risque qui font grandir ces boîtes-là. Ce n'est pas la même chose. Donc chacun son rôle. Et à nous de bien bosser avec les VC pour que on soit voilà, la main dans la main. Mais ce n'est pas du tout la même prise de risque. Ok. Bon. C'est fini. Bon, je vous remercie tous. N'hésitez pas à me contacter et puis aller sur le site de Léonard. Merci beaucoup.